Esther marchait dans la rue déserte, tenant dans ses bras ses petites filles. Ce soir, elle avait pris la décision de les jeter dans une poubelle comme des ordures. Le ciel était sombre et chargé de nuages. Des éclairs zébraient le ciel et le tonnerre grondait violemment. Bientôt, elle aperçut un portail. À côté se trouvait une poubelle. Elle en souleva rapidement le couvercle, y déposa les bébés et s'éloigna sans se retourner. Elle marchait vite, refusant de regarder en arrière. Un autre éclair déchira le ciel et le tonnerre gronda de nouveau. Son cœur sursauta. Une petite voix en elle cria, « Et si la pluie remplissait la poubelle et que les bébés mouraient ?» Mais Esther ne s'arrêta pas. Elle se moquait bien qu'ils survivent ou non. Elle arriva à la gare routière, monta dans un bus et celui-ci démarra. Assise dans le bus, Esther sourit. Elle était libre désormais. Les bébés étaient partis. Elle pouvait retourner à la ville, reprendre son travail dans les boîtes de nuit, rencontrer des hommes et gagner beaucoup d'argent. Les nuages s'épaississaient encore. Un nouveau tonnerre éclata dans le ciel. Le bruit réveilla les bébés. Ils se mirent à pleurer, leurs petites voix résonnant dans la poubelle. Puis quelque chose d'étrange se produisit, quelque chose qui ressemblait à un miracle. Les lourds nuages se dissipèrent presque instantanément et le ciel nocturne se remplit d'étoiles. Une femme mentalement instable s'approchait de la poubelle. Chaque nuit, elle venait y chercher de quoi manger. C'était là qu'elle trouvait généralement son dîner. Ce soir-là, en atteignant la poubelle, elle y découvrit 2 bébés en pleurs. Ils bougeaient, pleuraient bruyamment à l'intérieur du conteneur. Elle regarda autour d'elle puis les prit doucement dans ses bras. Elle trouva aussi un morceau de pain sec couvert de moisissures. Elle rangea le pain dans son panier et marcha lentement vers son abri habituel derrière une maison. Cet endroit était le seul qu'elle considérait comme un foyer. Elle étala quelques chiffons sales au sol et y déposa délicatement les bébés. Mais ils continuaient de pleurer, leur voix perçante appelant leur mère. La femme s'agenouilla devant eux. « Je sais que vous avez faim, dit-elle. Je vais vous donner à manger. » Elle cassa des morceaux de pain moisi et essaya de leur faire avaler les miettes. Mais les bébés les recrachaient, refusant de manger, pleurant encore. Le visage de la femme changea, elle sembla contrariée. « Désolée mes enfants, ne pleurez pas, dit-elle doucement. Puis sa voix devint brusque. « Arrêtez de pleurer. Ne me dérangez pas. Je suis votre mère et je vous ordonne d'arrêter. » Mais les bébés continuaient de pleurer. Son visage s'adoucit de nouveau. « Je suis désolée de vous avoir crié dessus, murmura-t-elle. Pardonnez-moi, je ne crierai plus. Vous êtes mes enfants. » Elle leur donna de l'eau provenant d'un vieux récipient sale. C'était la seule chose qu'elle possédait. Les bébés burent. Au bout d'un moment, ils cessèrent de pleurer et s'endormirent. La femme couvrit leur petit corps avec des chiffons crasseux, puis s'allongea à leur côté et ferma les yeux. Bientôt, elle s'endormit profondément elle aussi. À l'aube, Monsieur Sam sortit pour son jogging matinal. En passant près d'un coin tranquille, il vit la femme mentalement instable assise au sol avec 2 bébés. Ils pleuraient de nouveau, bruyamment. Ils avaient faim. Jamais ils n'étaient restés aussi longtemps sans le lait de leur mère. Monsieur Sam s'arrêta et regarda de plus près. Il reconnut tout de suite la femme. Tout le quartier la connaissait. Elle n'avait jamais été enceinte. Il savait donc que les bébés ne pouvaient pas être les siens. Elle devait les avoir trouvés quelque part dans les environs. Ce n'était pas rare d'entendre parler de femmes abandonnant leurs bébés après un accouchement hors mariage. Monsieur Sam devina que c'était encore l'un de ces tristes cas. Il s'approcha d'elle prudemment, mais à mesure qu'il avançait, la femme se leva brusquement, très en colère. « Pourquoi tu viens ? Tu veux voler mes bébés ?» cria-t-elle. Puis elle ramassa des pierres et commença à les lui lancer. Monsieur Sam recula mais ne détacha pas les yeux des bébés en pleurs. Son cœur se brisa. Il se souvint soudain de sa femme et de ses jumeaux morts dans un accident de voiture 3 ans plus tôt. Ils avaient à peu près le même âge que ses enfants lorsqu'ils étaient décédés.
Il savait qu'il devait aider ses bébés. Mais d'abord, il fallait calmer la femme. Il se rappela de la seule chose qu'elle aimait plus que tout, le coca. Rapidement, il fouilla dans sa poche, en sortit un peu d'argent, le lui tendit et dit « Prends ceci, va acheter 5 bouteilles de coca, bois-les avec tes bébés. » Dès qu'elle vit l'argent et entendit le mot coca, son visage changea. Elle laissa tomber les pierres et s'approcha de lui. Sa voix était douce. « Merci monsieur. Merci beaucoup monsieur. » dit-elle avec une profonde gratitude. Monsieur Sam pointa la route principale. « Va chercher le coca, je resterai ici pour surveiller tes bébés, » dit-il doucement. Elle se retourna et s'éloigna en direction de la rue, prit un virage brusque puis disparut. Dès qu'elle fut hors de vue, Monsieur Sam se précipita, ramassa les bébés et courut chez lui. Pendant ce temps, la femme mentalement instable arriva à la maison où l'on vendait du coca. Elle frappa violemment à la porte. Il faisait encore très tôt et aucun commerce n'était encore ouvert. « Qui est là ?» cria un homme depuis l'intérieur. « Je veux du coca. » Elle répondit en cognant plus fort. L'homme furieux rétorqua. « Et c'est pour du coca que tu viens déranger notre tranquillité si tôt le matin ?» Elle hurla en retour, « Si tu ne sors pas me donner du coca, je brûle cette maison. » En entendant cela, l'homme et sa femme sortirent précipitamment. Mais en voyant qui c'était, ils se calmèrent. La femme rentra dans la maison, en sortit avec 5 bouteilles de coca et les lui donna. La femme mentalement instable prit les bouteilles et retourna rapidement vers l'endroit où elle avait laissé les bébés. Mais en arrivant, elle ne les vit pas. « Où sont mes bébés ?» cria-t-elle affolée. Elle scruta les environs, laissa tomber les bouteilles de coca, s'effondra au sol et se mit à pleurer. Elle se roula par terre, criant et hurlant jusqu'à ce que le soleil soit complètement levé. Les gens commencèrent à se rassembler autour d'elle. « De quoi elle parle ?» demanda un homme. Un autre dit « Je l'ai vue avec des jumeaux hier soir. » Une femme se prit la tête entre les mains et s'exclama « C'est encore une de ces filles qui a jeté ses bébés et cette folle les a ramassés. » Une autre personne ajouta « Inquiète, j'espère juste que ce ne sont pas des gens qui font des rituels pour l'argent qui sont venus les prendre. » La femme mentalement instable pleura jusqu'à ce que sa voix s'éteigne et que ses forces l'abandonnent. Elle s'allongea sur le sol nu, les bras vides, et s'endormit. Chez lui, Monsieur Sam enleva rapidement les vêtements sales des bébés. Il sentait très mauvais et il trouva des morceaux de détritus collés à leur peau, de la nourriture pourrie, des légumes en décomposition sur leur tête et leurs jambes. Il secoua la tête, comprenant que la femme dérangée les avait bien trouvés dans une poubelle. Il fit chauffer de l'eau, y ajouta beaucoup d'antiseptiques et les lava doucement. Après les avoir nettoyés, il les enveloppa chacun dans une serviette propre. Puis il acheta du lait en poudre pour bébé et les nourrit. Plus tard dans la journée, la fiancée de Monsieur Sam, Roa, vint lui rendre visite. Elle vit les bébés et sourit d'abord, mais quand il lui expliqua d'où ils venaient, son visage changea complètement. « Donc, les bébés vont maintenant rester ici avec toi ?» demanda-t-elle froidement. « Oui » répondit-il. Le mariage de Sam et Roa devait avoir lieu dans seulement 2 semaines. Roa fronça les sourcils. « Donc tu veux entrer dans ta maison et commencer à t'occuper des enfants d'une autre femme ? Pas mes bébés pleurent, c'est dérangeant et agaçant. Je ne ferai pas ça. Tu veux me marier pour m'emmener dans la souffrance ? » Monsieur Sam montra les jumeaux du doigt. « Regarde-les. Je ne pouvais pas les laisser avec cette femme mentalement dérangée. Elle n'arrive même pas à s'occuper d'elle-même, encore moins de 2 bébés. » Roa répliqua sèchement. « Regarde-toi. Tu n'es qu'un simple chauffeur de minibus. Tu n'as même pas d'argent. Et maintenant, tu veux porter le fardeau d'une autre personne ? Ramène ces bébés là où tu les as trouvés. S'ils meurent, c'est leur destin. Leur propre mère ne les a pas voulus. Alors pourquoi toi ? » Monsieur Sam la supplia de comprendre, mais Roa refusa de l'écouter. Le lendemain, elle annula le mariage et le quitta. Monsieur Sam était bouleversé. Il aimait profondément Roa et son départ lui brisa le cœur.
Il resta assis dans sa chambre avec les bébés sans savoir quoi faire. Mais une chose était certaine, il ne les ramènerait pas là où il les avait trouvés. Puisque la mort lui avait pris ses jumeaux au même âge que ses bébés, il croyait que c'était une seconde chance que Dieu lui offrait pour être père à nouveau. Il décida de tout faire pour s'occuper de ses petits anges. Le lendemain, un défi encore plus grand l'attendait. Monsieur Sam se réveilla et trouva les bébés brûlants de fièvre. Leur corps était comme du feu, leur respiration faible, entrecoupée de soubresauts. Il les emmena en urgence dans un hôpital proche. Le cas était grave. Le médecin le redirigea vers un hôpital spécialisé en ville. Là-bas, le médecin les examina et déclara « Cela vient sûrement des ordures où vous les avez trouvées. Une bactérie dangereuse est entrée dans leur organisme et détruit leurs intestins. Si nous ne faisons pas une opération demain, je crains qu'ils ne survivent pas, mais le traitement était délicat et coûterait plus d'1 million de Nora pour les 2 enfants. » Monsieur Sam était anéanti. Il rentra chez lui très inquiet. Pendant ce temps, Esther profitait de la vie à la ville à Lagos. Elle avait complètement oublié son acte cruel. Ce soir-là, elle buvait, faisait la fête, dansait de façon provocante pour des hommes et gagnait beaucoup d'argent pendant que ses jumeaux luttaient pour leur vie sous assistance respiratoire à l'hôpital. Mais ce qu'Esther ne savait pas, c'est que le malheur approchait. Très bientôt, sa méchanceté allait la rattraper et elle allait payer un prix très lourd, un genre de punition qu'on ne voit même pas dans les films. Le lendemain matin, Monsieur Sam prit la décision la plus douloureuse de sa vie. Il vendit son minibus, sa seule source de revenus. Comme il était désespéré, les acheteurs en profitèrent et le payèrent bien en dessous de sa valeur. Mais puisque l'argent suffisait à couvrir les frais médicaux, il s'en contenta. Il retourna à l'hôpital et paya la totalité de la somme. Le docteur réalisa l'opération avec succès. Après environ 2 mois d'hospitalisation, les jumeaux furent autorisés à rentrer. La mère de Monsieur Sam vint alors l'aider à s'occuper des bébés. Avec le minibus vendu, Sam travaillait dans une carrière en brisant des pierres. Il s'engagea pleinement à s'occuper des enfants, faisant de son mieux. Il les mit à l'école primaire puis au secondaire. Mais l'argent qu'il gagnait était très peu. Alors, une fois assez grandes, les jumelles commencèrent à vendre des bananes dans la rue pour aider leur père. Chaque jour après l'école, elles prenaient leur plateau de bananes et arpentaient les rues. Elles économisaient aussi de l'argent pour pouvoir s'inscrire à l'université. Elles aimaient le design et rêvaient de devenir 2 des meilleurs architectes du Nigeria. Mais après avoir terminé le lycée, elles passèrent les examens et échouèrent toutes les 2. Ce soir-là, elles rentrèrent chez elles, le cœur lourd, et montrèrent leurs résultats à leur père. « Papa, on t'a déçu » dirent-elles doucement. Il les prit dans ses bras et sourit. Ce n'est pas facile d'aller à l'école tout en marchant des kilomètres chaque jour pour vendre des bananes. Vous ne m'avez pas déçu. Je suis très fière de vous. Dieu ouvrira de meilleures portes. Ne perdez pas l'espoir. Tant que vous êtes en vie, votre avenir est encore prometteur. Il leur parla avec chaleur et encouragement et elles retournèrent dans leur chambre, le poids de la déception s'allégeant peu à peu grâce à l'amour de leur père. Avec le soutien de Monsieur Sam, les jumelles refusèrent de se laisser abattre par l'échec. Elles élaborèrent un nouveau plan. Puisque l'université n'avait pas marché, elles investirent toutes leurs économies dans l'expansion de leur commerce de bananes. Et en peu de temps, le commerce explosa. Au lieu de vendre dans les rues, des camions commencèrent à leur livrer directement les bananes. Lucie et Celestina devinrent les principales distributrices de bananes de la ville. Le commerce ne cessait de croître. Bientôt, de grands camions leur livrèrent en gros. De la banane, elles passèrent à d'autres fruits comme l'orange et l'ananas. Elles contrôlaient désormais l'approvisionnement en fruits de plus de 5 États. Elles construisirent leur propre dépôt de fruits où des acheteurs venaient de tout le Nigeria. Elles retirèrent leur père du travail pénible de la carrière et le nommèrent gestionnaire du dépôt. Mais il n'était pas juste gestionnaire. Il priait ardemment chaque jour pour ses filles et leur réussite. Pendant que Dieu ouvrait des portes de bénédiction pour Lucie et Celestina, le malheur s'installait dans la vie d'Esther, leur mère biologique. Elle était rentrée de la ville. L'âge l'avait rattrapée. Les hommes ne voulaient plus de son corps. Elle était trop vieille pour danser dans les clubs. Elle était partie pleine d'énergie, de beauté et de grands rêves.
Mais tout cela s'était envolé. Ce qu'elle avait ramené, ce n'était que des maladies, même si elle ne le savait pas encore. Elle n'avait plus un sou et les seules compétences qu'elle possédait venaient des boîtes de nuit. Ces compétences étaient désormais inutiles dans l'économie difficile du Nigeria. La vie devint dure. Certaines nuits, Esther allait se coucher sans avoir mangé. Elle avait trop honte pour retourner au village après toutes ces années. Ce serait une honte de revenir les mains vides. Mais sa plus grande peur était ce que les gens pourraient lui demander à propos de ses jumelles. Elle n'avait aucune idée si elles avaient survécu dans cette poubelle ou non. Un matin, Esther prit un plateau et décida de commencer à vendre des oranges en ville. Elle n'avait pas d'argent. Alors, elle se rendit au dépôt de fruits de Lucie et Celestina et rencontra l'un des employés. « Bonjour monsieur », dit-elle en s'inclinant, la voix pleine de supplication. « S'il vous plaît, je veux commencer à vendre des ananas et des oranges, mais je n'ai pas d'argent pour en acheter. Pouvez-vous me donner des fruits et je vous rendrai l'argent après les avoir vendus ?» Le garçon répondit, « Madame, on ne fait pas ça ici. Vous payez et on vous donne les fruits. Je suis désolée. » Esther fut dévastée. C'était son seul espoir de commencer une nouvelle vie. Elle supplia encore, mais le garçon secoua la tête. « C'est la politique de l'entreprise. Je n'y peux rien. Je pourrais perdre mon travail. Je ne fais pas les règles, je les suis. » À ce moment-là, Lucie et Celestina arrivèrent. Le travailleur montra Esther du doigt et dit, « Ce sont les patronnes. » Surprise, Esther demanda, « Ces jeunes filles possèdent ce grand endroit ?» « Oui, » répondit-il fièrement. « Tout ce que vous voyez ici leur appartient, y compris ces gros camions. » Lorsque Lucie et Celestina arrivèrent, Esther s'avança et supplia, la voix tremblante de larmes, « S'il vous plaît, aidez-moi. Je n'ai pas d'argent pour commencer le commerce. Si vous me donnez les fruits, je reviendrai ce soir pour vous payer. » Les jumelles furent surprises. Bien qu'elle fût une parfaite inconnue, quelque chose en elle leur semblait étrangement familier. « Pas de problème, » dit doucement Lucie. Puis elle se tourna vers l'employé, « Donne-lui autant de fruits qu'elle veut. » Esther s'inclina profondément. « Merci beaucoup. Vos parents doivent être très fiers de vous, des filles de votre âge qui possèdent une si grande entreprise. » Celestina sourit et répondit, « Nous avons un père merveilleux. Il a tout donné pour faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. » Esther dit, « Je reviendrai ce soir pour vous rendre votre argent. » Puis elle plaça un plateau de fruits sur sa tête et partit. Les jumelles continuèrent leur travail jusqu'au soir, puis rentrèrent chez elles. Leur retour remplit Monsieur Sam de joie. Ces années de dur labeur n'avaient pas été vaines. Plus tard ce soir-là, Lucie et Celestina s'assirent avec leur père pour discuter du sujet qu'il avait évité pendant des années. Malgré leurs questions répétées, il avait toujours évité de parler de leur mère. Monsieur Sam hésita. Comment pouvait-il leur dire qu'elles avaient été jetées dans une poubelle puis retrouvées par une femme mentalement dérangée dont il les avait ensuite prises? Lucie dit doucement, « Papa, peu importe ce que c'est, s'il te plaît, montre-nous notre mère si elle est vivante. » Celestina ajouta, « Même si ce n'est qu'une photo, on veut savoir. » Ce soir-là, Monsieur Sam rassembla son courage et emmena les filles à l'endroit où vivait désormais la femme mentalement instable. Ils la trouvèrent assise sous un arbre. « C'est la femme dont je vous ai récupérée, » dit-il. Les filles, confuses, répondirent, « On ne comprend pas. » Monsieur Sam les fit asseoir et leur raconta la vérité douloureuse. Leur vraie mère les avait abandonnées dans une poubelle et c'est une femme mentalement dérangée qui les avait trouvées. La révélation laissa les filles sans voix. Elles s'éloignèrent en silence, l'esprit bouleversé par le choc. Plus tard dans la nuit, elles revinrent voir leur père. Lucie parla doucement, « Papa, maintenant on comprend pourquoi tu n'as jamais parlé de notre mère. Ça a dû être tellement dur pour toi. On veut te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. » Celestina ajouta avec détermination, « Tu es notre père. Cette femme dérangée est notre mère maintenant. On ne peut pas la laisser vivre dans la rue à manger dans les poubelles. On va l'emmener dans un hôpital psychiatrique. » Lucie, la voix ferme, continua, « Et la femme qui nous a abandonnés, où qu'elle soit, ce n'est pas notre mère.
On ne lui pardonnera jamais. Monsieur Sam regarda ses filles, la fierté remplissant son cœur. Malgré tout ce qu'elles venaient d'apprendre, elles avaient fait preuve de force et de compassion. Il espérait qu'elles trouveraient la paix avec cette vérité. Le lendemain matin, Lucie et Célestina arrivèrent au dépôt prêtes à travailler. À leur surprise, Esther était déjà là avec son plateau. Elle demanda une nouvelle faveur et les jumelles lui donnèrent une autre cargaison de fruits à vendre. Elle revint plus tard avec l'argent et reçut encore une nouvelle cargaison. Elle vit Monsieur Sam assis et on lui dit que c'était le père des gentilles jumelles. Elle s'approcha de lui et dit, « Vous devez être très fiers de vos filles. » Il sourit, les yeux brillants d'amour. « En effet, ce sont de bonnes filles. Je remercie Dieu de me les avoir données. Elles ont apporté tellement de joie dans ma vie. » Esther ajouta, « J'aimerais avoir des filles comme elles qui ont réussi pour que je puisse arrêter de vendre sous ce soleil brûlant du Nigeria. » Monsieur Sam, remarquant sa douleur, la consola. « Moi aussi, je cassais des pierres sous le soleil brûlant. Mais ces fils envoyés par Dieu m'ont sauvé. Mais ne vous inquiétez pas, madame, Dieu prendra soin de vous. C'est lui qui prend soin de nous tous. » Alors qu'il continuait de parler, la conversation mena à une révélation surprenante. Monsieur Sam confia à Esther que Lucie et Célestina n'étaient pas ses filles biologiques. « Comment ça ?» demanda-t-elle la voix tremblante de confusion. Monsieur Sam s'éclaircit la gorge et lui raconta la vérité, comment il avait sauvé les jumelles des mains d'une femme mentalement dérangée et comment leur véritable mère les avait abandonnées dans une poubelle. À mesure qu'il parlait, le corps d'Esther se mit à trembler. Une peur profonde et troublante s'empara de son cœur. Et si ces enfants étaient ceux qu'elle avait abandonnés toutes ces années auparavant? Vous vous souvenez de la date à laquelle c'est arrivé? Demanda-t-elle la voix secouée. Les yeux de Monsieur Sam s'agrandirent. Je m'en souviens comme si c'était hier. Il raconta la date exacte, la rue et même le nom de la femme dérangée. Esther poussa un cri, le visage pâle, le souffle s'accélérant puis s'effondra au sol. À l'aide! Quelqu'un? Aidez! Cria Monsieur Sam paniqué alors que les gens accouraient. Esther fut rapidement emmenée à l'hôpital. Les médecins travaillèrent sans relâche et parvinrent à la ranimer, mais elle resta paralysée d'un côté. Ils tentèrent de joindre ses proches, mais personne ne se manifesta. Lucie et Célestina, fidèles à leur compassion, prirent en charge les frais médicaux d'Esther. Environ une semaine plus tard, Lucie et Célestina emmenèrent leur mère, la femme mentalement malade, dans un hôpital psychiatrique réputé. Après une série d'examens approfondis, les médecins confirmèrent qu'elle pouvait être soignée et que sa folie pouvait être guérie. Submergées de soulagement, les jumelles payèrent immédiatement pour débuter le traitement. En peu de temps, leur mère Martha commença à réagir positivement aux soins. Une fois qu'Esther fut stable, elle sortit de l'hôpital et fut ramenée à la maison. Sa sœur Esha vint du village pour s'occuper d'elle. Dès son arrivée, Esha rimanda sa sœur avec frustration. « Si ce n'était pas pour Dieu, jamais je ne serais venue m'occuper de toi, » s'exclama. « Tu es tellement égoïste, toujours à ne penser qu'à toi. Où sont les hommes que tu es allé rejoindre à Lagos? Où sont-ils maintenant? Et tes jumelles, qu'as-tu fait de ces pauvres filles? Dis-moi, Esther. » Mais Esther, affaiblie et rongée par la culpabilité, resta silencieuse. Elle pouvait parler mais n'avait pas la force d'avouer la vérité, qu'elle avait abandonné ses enfants dans une poubelle et qu'elles étaient aujourd'hui devenues des femmes importantes et accomplies. Sa sœur continua de crier et de la sermonner, mais Esther restait muette. Quelques semaines plus tard, Lucie et Célestina purent enfin prendre une pause au travail et décidèrent d'aller rendre visite à leur mère. À l'hôpital psychiatrique, elles la trouvèrent parlant de façon plus cohérente qu'avant, même si elle restait affaiblie par les médicaments. Lorsqu'elle les vit, on informa Martha que c'était elle qui payait pour son traitement. Les jumelles s'assirent à son chevet. Martha, les yeux pleins de confusion, demanda: « Pourquoi vous occupez-vous de moi? Je ne vous connais pas. » Lucie sourit doucement et répondit: « Nous sommes vos enfants. Vous êtes notre mère. » Toujours troublée, Martha demanda: « Est-ce que je vous ai mise au monde pendant que j'étais folle? » Non, répondit doucement Lucie. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. Même dans votre folie, vous nous avez sauvés de cette poubelle quand notre mère biologique nous y avait abandonnés. Vous nous avez pris alors que personne d'autre ne l'aurait fait.
Nous vous en sommes infiniment reconnaissantes. Les médecins et les infirmiers furent profondément émus par l'histoire des jumelles et de leur mère. Certains essuient même des larmes en assistant à cette réunion poignante et pleine de sens. Mais alors que de belles choses arrivaient aux jumelles et à leur mère, une tempête s'annonçait pour Esther. Les résultats de ses examens médicaux complets arrivèrent. Une longue liste de maladies. Sa sœur, lisant le rapport, se tourna vers elle le cœur lourd. « Esther, peut-être que le mal que tu as fait te rattrape enfin, dit-elle, la voix remplie de tristesse. Avoue ce que tu as fait à tes jumelles. Pourquoi chaque maladie du monde est-elle dans ton corps? Elle lui montra le rapport et lut la liste des diagnostics, hépatite A, B et C, syphilis, gonorrhée, problèmes rénaux, diabète, hypertension, maladie cardiaque, AVC, paralysie et la liste continuait encore. Esther, le corps tremblant, resta allongée sur son lit. Les larmes coulant sur ses joues tandis qu'elle écoutait. Sa sœur poursuivit, la voix ferme mais remplie d'angoisse. Ce n'est pas le moment de pleurer, Esther. C'est le moment d'avouer ce que tu as fait à tes enfants. Esther ouvrit la bouche, la voix faible et haletante. S'il te plaît, appelle les jumelles pour qu'elles m'aident à payer mes factures. Je dois les voir. Sa sœur, confuse mais obéissante, composa leur numéro. Les jumelles promirent de venir après le travail. La famille, y compris la sœur d'Esther, pensait qu'Esther voulait les remercier pour leur soutien financier. Mais il y avait plus que cela. Esther était prête à confesser son secret le plus sombre. Ce soir-là, la porte s'ouvrit et les jumelles entrèrent suivies de leur père. Elles s'assirent ensemble et Esther, peinant à parler, commença d'une voix faible, « S'il vous plaît, pardonnez-moi. » « Te pardonner pourquoi ?» demanda Lucie, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Esther prit une profonde inspiration avant de reprendre, « Je suis votre mère. C'est moi qui vous ai jeté dans la poubelle. » « Ce n'est pas vrai !» s'exclama Monsieur Sam, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « C'est la vérité !» insista Esther, la voix brisée. Elle se mit à décrire en détail les vêtements dans lesquels elle avait habillé les bébés avant de les abandonner. Les détails étaient étrangement familiers, correspondant exactement à ce que Monsieur Sam avait vu ce jour fatidique. Son visage devint livide en réalisant qu'Esther disait la vérité. Célestina, secouée par la rage et l'incrédulité, s'écria, « Toi, c'est toi qui as fait ça? Si on l'avait su, on t'aurait laissé pourrir et mourir dans cet hôpital. » Lucie, sanglota-t-elle, la voix lourde de douleur. « Qu'est-ce qu'on t'a fait? On n'était que des bébés. Pourquoi tu nous as fait ça? » Les larmes coulèrent librement. La pièce fut envahie par une émotion profonde. Silence pesant s'installa, seulement troublé par le bruit des larmes tombant sur le sol. « S'il vous plaît, pardonnez-moi, » murmura Esther, la voix tremblante et suppliante. « Répliqua sèchement Célestina, la colère encore vive dans son cœur. « Tu ne mérites pas notre pardon. »« Je vous en supplie, » souffla Esther à peine audible. « Ce que j'ai fait est impardonnable, mais pardonnez-moi. » La tension était presque palpable. Monsieur Sam, sentant le poids du moment, entoura doucement ses filles de ses bras et les emmena hors de la chambre. Il leur parla avec une voix calme, mais pleine de sollicitude, les exhortant à considérer l'état d'Esther et les souffrances qu'elle avait endurées. Après un long silence, les jumelles appelèrent leur mère à l'hôpital psychiatrique et lui racontèrent la douloureuse vérité. À leur grande surprise, même leur mère, pourtant à peine rétablie, leur demanda de trouver dans leur cœur la force de pardonner à Esther. Touchées par la demande de leur mère et les paroles de leur père, les jumelles retournèrent dans la chambre où Esther reposait. Avec de profondes respirations et le cœur lourd, elles dirent « Nous te pardonnons. »« Merci » murmura Esther, la voix faible mais pleine de gratitude. Les jumelles, accompagnées de leur père, quittèrent la pièce en silence, sachant que c'était la seule paix qu'elles pouvaient lui offrir. À partir de ce moment, la sœur d'Esther cessa de lui crier dessus et commença à la traiter avec bienveillance. Plus tard dans la soirée, Lucie et Célestina s'assirent avec leur père après le dîner pour discuter de cette découverte bouleversante. « Puisque nous avons pardonné à Esther, » dit Lucie, « elle est désormais notre seconde mère. Nous devons l'aider. » Célestina ajouta, « Demain, nous l'emmènerons dans un hôpital réputé pour des soins avancés. » Tous trois tombèrent d'accord pour venir en aide à Esther dès le lendemain. Cette nuit-là, ils allèrent se coucher, l'esprit chargé de pensées lourdes. Au matin, Monsieur Sam, Lucie et Célestina se réveillèrent avec des maux de tête, mais Esther, elle, ne se réveilla pas. Quand sa sœur tenta de la réveiller,
Esther resta immobile, sans vie. Les larmes aux yeux, elle appela Lucie, « Votre mère est morte. » Lucie, Célestina et Monsieur Sam coururent à la maison. Une fois de plus, les jumelles furent confrontées à la cruelle réalité. Esther était partie. Tous accompagnèrent son corps sans vie jusqu'au village où les membres de la famille les accueillirent malgré la tragédie. Le village les accepta comme les enfants perdus d'Esther. Elles rencontrèrent leurs grands-parents, leurs cousins, neveux, tantes et oncles. Les gens étaient chaleureux et affectueux. Le jour des funérailles, Lucie et Célestina, le cœur rempli de tristesse, se rendirent sur la tombe de leur mère biologique. Elles y déposèrent des fleurs et un hommage. Malgré tout ce qu'Esther leur avait fait, la douleur de sa perte était bien réelle. Ils pleurèrent amèrement, en deuil de cette femme qui les avait abandonnés, mais qui à la fin avait été leur mère. Après l'enterrement, elles retournèrent en ville. Peu après, leur autre mère, désormais mentalement stable et souriante, sortit de l'hôpital et vint vivre avec elles. Et ensemble,